Bonjour. Alors, je vous propose qu'on attende un peu que tout le monde arrive pour démarrer. Genre qu'on commence d'ici, 1 ou 2 minutes et pour commencer, vous pouvez, juste pour nous ça nous fait plaisir de vous connaître un peu mieux, nous écrire dans le chat, d'où vous venez, si vous avez déjà créé votre entreprise et dans quel domaine vous l'avez créée ou dans quel domaine vous envisagez de la créer? Le sud est très à Ouais, présenter. ah, tu bon en géographie. Saint-Nazaire, Saône-et-Loire, OK, donc vraiment les entreprises, ça a zappé. Montpellier, OK. Plein de métiers Ouais, ouais, différents. ouais. Apiculteur, c'est un beau métier ça. OK, c'est trop chouette. Média environnement, OK, trop bien. Pas encore, OK. Donc il y en a un peu aussi toutes les phases de projet, j'imagine? Metz, bienvenue. Alors, bah, on peut Oui, on va commencer pouvoir doucement. commencer tranquillement le temps que les autres, Mmh. Mmh. arrivent. Bah, on veut peut-être commencer nous par se présenter, ça fera venir les gens. Alors donc enchanté, moi je m'appelle Auguste et je travaille à l'ADI depuis, maintenant au moins 4 mois et je travaille notamment sur tout ce qui est accompagnement et transition écologique à l'ADI. Et moi, je m'appelle Elliot et je travaille sur les sujets de transition écologique liés à la mobilité, des différents publics qu'accompagne l'ADI. Trop bien. Hop, tac, tac. Alors, hop. Bon ça, on a pris un peu d'avance dessus. Hop, alors l'idée de cette webconférence, c'est qu'on vous présente un peu comment est-ce que vous pouvez mettre quels sont les intérêts de mettre la transition écologique, au cœur de votre activité et surtout comment est-ce que vous pouvez le faire? Et on va se rendre compte que finalement c'est assez proche, à quelques exceptions près, de la création d'une entreprise classique, puisqu'on va passer par une étude de marché, comme on le fait dans une, création d'entreprise assez classique. Ça va avoir quelques spécificités en termes de communication et de comment est-ce qu'on va construire sa communication. Pareil, pour que votre projet soit viable, il va falloir prendre en compte la rentabilité de votre entreprise et comment est-ce que vous allez le calculer. Et après ça, bah, on va vous présenter quelques projets d'entrepreneurs inspirants et surtout comment est-ce que l'ADI peut vous accompagner dans cette démarche de transition écologique. Hop, alors pour vous mettre, un peu en jambes, si ça vous va, on va vous proposer un petit quiz. Enfin, ça vous va, de toute façon, vous avez pas trop le choix. Mmh. Hop, alors, donc la première question, c'est selon vous, quel est le pourcentage de Français qui déclarent se mobiliser en faveur de la consommation responsable? Est-ce que c'est 55? Est-ce que c'est 67? Ou est-ce que c'est 76? 55, j'ai vu du 76, 55, du 67. OK, donc j'ai l'impression qu'on a quand même une majorité pour l'instant de 65, de 67, 55, qui est un peu de 76 et ben, en fait, vous êtes pas très loin tous, parce que la bonne réponse, hop, c'est 76, sachant que dont 63 qui changent, certaines de leurs pratiques du quotidien et 13 qui font tout leur possible pour ça, enfin, pour avoir une consommation responsable. Donc ça, pour vous dire qu'il y a quand même un intérêt pour vous, dans votre entreprise, quel que soit votre domaine d'activité, de vous impliquer en faveur d'une consommation plus responsable et qui vous permette de toucher «ces clients-là» entre guillemets. Il y a un marché et c'est pas juste un marché de niche. Hop. Ah oui, on a oublié de préciser un peu, en introduction, mais l'idée, c'est que cette webconférence soit un peu, interactive, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On prendra des temps pour y répondre, à certains moments. Enfin, une deuxième question, tu veux la poser? C'est plus en rapport avec ton domaine d'activité? Ouais, alors, selon vous, combien y a-t-il de zones à faible émission en France? Et juste pour rappel de ce que c'est qu'une ZFE, une zone à faible émission, donc c'est des territoires délimités, dans les métropoles françaises et qui vont progressivement interdire les véhicules selon leur ancienneté et le type de carburant, qu'ils utilisent. Et donc d'après vous, aujourd'hui, combien de, ZFE sont déjà, existantes en France? OK, beaucoup disent 4, 4 et 11. Il y a eu un peu de 24, mais pas beaucoup. 24. OK. Yes, OK. Ouais. Bon, on peut OK. regarder Alors, ensemble. vous êtes prêts?
roulement de tambour, hop. Et ben, c'est Voilà, 11. c'est 11 métropoles qui aujourd'hui, ont déjà installé des ZFE en France. Donc ça fait partie des plus grandes, métropoles, françaises. En gros, celles qui l'ont déjà fait, c'est celles qui dépassent, les seuils d'acceptabilité de qualité de l'air. En gros, voilà, c'est les métropoles les plus polluées, qui, donc, sont obligées d'avoir une ZFE et d'ici 2025, ce sera 43 métropoles qui auront une ZFE, étant donné que le critère, c'est à partir du moment où c'est plus de 150 000 habitants, il faut avoir une ZFE. Sachant qu'une ZFE, c'est une zone qui va devoir compter pour au moins la moitié des habitants de la métropole. Et après, ça va être chaque métropole qui va décider de l'agenda d'interdiction dans les zones à faible émission. Donc ça va avoir un impact assez important sur les véhicules qui vont être autorisés. Et donc, c'est très important, on reviendra ensuite, de le prendre en compte dans vos projets écologiques, de prendre en compte les aspects de mobilité, parce que les véhicules vont petit à petit être interdits, notamment les véhicules diesel, et les véhicules les plus anciens. Donc voilà, encore une fois, si on vous pose cette question-là, c'est pas de manière anodine, c'est aussi pour vous signifier que, mine de rien, face à l'agenda climatique, il y a des réglementations qui vont arriver, qui sont importantes à prendre en compte et que vous allez devoir anticiper, en tout cas prendre en compte dans le développement de votre activité. Hop, alors. Donc pour commencer, pour introduire rapidement cette webconférence et les grands concepts, avant d'être beaucoup plus pratico-pratique, l'idée c'est de vous demander un peu ce que c'est. Enfin, c'est de vous présenter rapidement ce que c'est que la transition écologique. Donc en fait, la transition écologique, c'est un nouveau modèle, une nouvelle manière de penser l'économie et le social qui soit conforme et compatible avec l'environnement. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur le schéma. C'est qu'en gros, ça doit être à cheval, ça doit prendre en compte l'économie, parce qu'il faut que vous puissiez vivre de votre activité, que votre activité puisse perdurer dans le temps, mais que c'est aussi une activité qui apporte à la société, entre guillemets. Donc que ce soit en produisant des denrées qui vont être consommées par d'autres personnes, des vêtements, enfin, tout peut être utile à la société. Et l'idée, c'est que ce soit quelque chose qui serve globalement le collectif. Et enfin, surtout, et le plus important dans ce qu'on va vous présenter là, c'est que ça prenne en compte aussi la partie environnementale. C'est-à-dire que ce soit respectueux de l'environnement, que ça permette et que ça ne détruise pas l'environnement, entre guillemets. Et pareil, ça, ces 3 éléments-là sont importants pour le développement de votre activité à long terme. Si vous ne prenez pas en compte l'aspect économique, vous ne pourrez pas travailler longtemps dans votre activité, parce que vous ferez vite faillite. Si personne ne prend en compte l'aspect sociétal, bah, il n'y aura personne pour acheter vos produits. Et si vous ne prenez pas en compte l'aspect environnemental, eh ben, il n'y aura pas de planète sur laquelle on pourra vivre et faire perdurer votre activité. Est-ce que c'est bon sur la notion de développement de transition écologique ou est-ce que vous avez des questions dessus? Hop, je vais passer à la suite et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser par la suite. OK, donc comme le disait Auguste un peu plus tôt, les projets liés à la transition écologique, au final, faut les aborder comme des projets, d'entrepreneuriat classiques. Donc ça passe forcément par, une étude de marché. Donc une étude de marché, c'est quoi? C'est de se poser les bonnes questions et de poser aussi, les questions à des clients potentiels, à des marchés potentiels, pour mieux comprendre l'environnement, dans lequel, le projet, va voir le jour. Donc, parfois, vous pouvez trouver des réponses à ces questions par vous-même, en allant chercher sur internet, en trouvant des ressources et cetera. Mais parfois, il va falloir que vous passiez par des QCM, auprès de votre entourage, auprès, de clients, potentiels, de personnes intéressées par vos produits et cetera, pour avoir une idée plus concrète et plus objective, de la situation de vos clients, de vos concurrents, de leurs besoins, des changements et cetera. Hem donc déjà, avant que je parle des différentes questions qu'on peut se poser dans une, étude de marché, sachez qu'il y a un outil sur le site adi.org, qui s'appelle, «Je construis mon projet en ligne» et qui vous permet de vous poser toutes ces bonnes questions, avant de lancer votre entreprise ou même avant de lancer un nouveau projet si vous avez déjà une entreprise et une activité, et typiquement, ça peut être des questions qui vous seront utiles aussi pour des projets, liés à l'environnement.
Donc comme, type de question, donc par exemple, il y a la réglementation. Typiquement pour les projets environnementaux, sachez qu'il y a de la réglementation liée à toutes les activités bio. Par exemple, il y a des labels. Il faut que vous sachiez, si jamais c'est un projet qui vous intéresse, quelles sont les différentes règles pour acquérir tel ou tel type de label, combien ça coûte, quelles sont les durées de certification, et cetera. Une autre réglementation, c'est celle que j'ai mentionnée plus tôt, c'est par exemple celle des ZFE, celle des zones à faible émission. Donc avant d'investir dans un véhicule, il faut que vous vous assuriez que, la métropole, la plus proche de chez vous, en tout cas, si jamais vous avez besoin de vous rendre dans une métropole, d'une certaine taille, il faut que vous assuriez que le véhicule que vous vous apprêtiez à acheter, il va être autorisé dans les mois et années à venir, dans cette métropole. Voilà, donc ça typiquement, c'est les différents aspects liés à la réglementation que vous pouvez avoir besoin, de creuser, de vérifier, parce que des fois il y a des fausses informations, voilà, n'hésitez pas à demander aussi de l'aide à des personnes, potentiellement à des juristes. Elle a dit, on a une hotline avec, des bénévoles spécialisés en droit qui peuvent vous aider sur les aspects réglementaires. Donc voilà. Les autres questions que vous pouvez vous poser dans une étude de marché, il y a par exemple celle des fournisseurs. Donc pour les questions, liées à l'environnement, bah, vous allez devoir vous demander si les fournisseurs prennent ou pas en compte les questions environnementales, et s'ils le font, quel est l'impact sur leur prix? Et est-ce que cet impact sur ces prix-là, vous allez pouvoir, vous, le, répercuter aussi sur vos prix de vente? Parce qu'évidemment, c'est des arguments de vente, c'est des critères de différenciation. Voilà. Donc, les fournisseurs, ils sont très différents et souvent, il y a des grosses distinctions entre eux par rapport à s'ils, sont bio, s'ils respectent, l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont d'un projet, environnemental. Au niveau de la zone de chalandise et de distribution, donc c'est en fait, ça, c'est vraiment le territoire, la zone, dans laquelle vous allez trouver vos clients potentiels. Il faut que vous ayez une idée de l'étendue de cette zone, étant donné que souvent, elle va avoir un impact sur la mobilité que vous allez devoir, choisir pour, délivrer votre produit, votre service. Il faut savoir que plus cette zone est petite et plus vous allez pouvoir utiliser des véhicules, peu polluants, moins chers, et potentiellement même, passer d'un usage enfin, de l'acquisition d'un véhicule à de la location, si jamais vous avez, besoin de vous rendre, que de temps en temps dans, des espaces plus éloignés. Ça peut valoir le coup de louer, par exemple, un véhicule utilitaire, 1 fois par mois, 2 fois par mois, mais le reste du temps, utiliser un vélo cargo parce que, votre zone de chalandise, régulière est, plus petite et que vous avez seulement quelques clients ou quelques prospects qui sont, plus éloignés. Donc ça, c'est vraiment important parce que, potentiellement ces véhicules peuvent vous coûter très cher si jamais vous les utilisez beaucoup, et que donc vous avez une grande zone de chalandise et donc vous êtes obligé de passer par des véhicules d'une certaine capacité, d'une certaine autonomie, et donc ça peut vous coûter très cher. Donc il faut que vous vérifiez que les clients que vous allez chercher très loin, qui élargissent votre zone de chalandise, valent le coup parce que, c'est un investissement, alors que si cette zone de chalandise était plus petite, eh bien, vous pourriez peut-être avoir de grandes, économies au niveau de votre mobilité. D'autant plus avec Ouais. la montée du prix de l'essence qu'on voit aujourd'hui et des prix de l'énergie. Exactement, exactement, ça c'est vraiment plein de on va revoir après sur, les coûts liés à la mobilité, mais, c'est vraiment des aspects à avoir en tête au début, d'investissements, éco-responsables ou, voilà, liés à l'environnement. Au niveau de vos concurrents, donc là, évidemment, ça va être des questions assez classiques. C'est comment est-ce qu'eux-mêmes, prennent en compte les enjeux environnementaux? Quelles sont les cibles de ces concurrents? Depuis combien de temps? Est-ce qu'ils ont un positionnement, voilà, écologique? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas, vu l'opportunité qu'il y avait? Ou est-ce que c'est parce que peut-être que le public qu'ils adressent et donc potentiellement que vous-même vous souhaiterez adresser, n'est pas suffisamment sensible encore à ces enjeux, liés à l'environnement? Ou alors parce que, ça implique d'avoir des prix bien plus importants et donc, même si le public peut être sensible à l'environnement, il va prioriser encore pour certains types de publics,
les coûts, les prix des biens et des services. Et donc voilà, c'est vraiment en apprenant de vos concurrents que vous allez, savoir s'il y a une opportunité ou pas de se différencier, et si, c'est des marchés qui se prêtent à, des, projets, écologiques, ou pas forcément. Au niveau des clients, donc là, je le disais au début, c'est vraiment tout l'aspect de votre étude de marché où vous allez pas vraiment souvent, vous allez pas pouvoir apporter des réponses, vous-même. En tout cas, pas entièrement, même avec vos recherches et cetera. Il va falloir essayer d'interroger en amont, avec des QCM, des questionnaires les plus objectifs possibles, hein. Il ne faut pas essayer d'influencer les réponses. Essayer d'interroger des clients potentiels, des gens dans votre entourage, dans leur entourage à eux et cetera, pour savoir à quel point est-ce que, ils évaluent, ils valorisent les, produits et services qui prennent en compte les enjeux environnementaux? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent dans ces produits et ces services? Si oui, combien? Et voilà, voir ensuite toutes vos stratégies par rapport à ces questionnaires, à cette estimation du marché potentiel, que vous pouvez adresser avec votre nouveau produit ou service, environnemental. Donc là, on va voir un peu mieux avec Auguste, les aspects liés aux clients. C'est ça. C'est que normalement, faire l'étude de marché, l'objectif, c'est de vous permettre de mieux connaître qui sont vos clients. Et donc là, on va pouvoir aborder maintenant une typologie de clients, notamment. Donc ça, c'est une typologie qui vous est proposée par le baromètre Greenflex en 2019. Donc les chiffres ont sûrement évolué depuis. L'objectif, c'est pas de s'arrêter à tous les détails de chacun des chiffres, de chacune des catégories. C'est plus que vous reteniez un peu cet outil-là et que vous puissiez vous en servir pour analyser les résultats de votre étude de marché. Notamment, cet outil-là, il nous permet d'analyser autour de deux axes, il des structures autour de deux axes. Un qui touche à la manière dont les personnes se sont appropriées les enjeux, les responsabilités liées à la transition écologique, à la consommation responsable notamment, et donc qui s'y connaissent, qui savent ce qu'il y a derrière, ou qui justement sont assez distants par rapport à tout ça, et ceux qui agissent en faveur ou pas de la consommation responsable. Donc en gros, une fois que vous avez fait cet outil-là, que vous avez posé les questions à vos clients sur est-ce que la transition écologique est importante dans votre choix de consommation, par exemple, de papier toilette, de peu importe, vous allez avoir plusieurs réponses potentielles. Et ça va vous permettre d'en tirer après, de savoir comment vous allez pouvoir communiquer avec vos clients. On va y revenir un peu par la suite. Là, par exemple, on voit qu'il y a, donc ça date de 2019, mais qu'en 2019, il y avait 49 qui étaient mobilisés en faveur de la consommation responsable. Donc c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient conscients qu'il y avait des enjeux autour de l'écologie et qui étaient engagés, qui avaient des actions en faveur de l'écologie. Ces 49 ça regroupe plusieurs catégories dont on pourra reparler plus tard. L'idée, c'est pas de s'étendre sur chacune d'entre elles. Mais ça veut dire que si vous mettez en avant le fait que vous avez des produits écologiques, vous allez pouvoir pousser ces gens à acheter chez vous. Après, vous avez des gens qui vont être plutôt dans la catégorie en haut à gauche, donc qui, eux, ont l'intention de consommer mieux, mais qui ne le font pas. Donc ça, l'idée, ça va être après de savoir pourquoi ils ne le font pas. Potentiellement, ça va vous permettre de mettre en place des stratégies qui vont ramener ces personnes-là vers la transition écologique et vers la consommation responsable. Pareil, vous avez en bas à droite une catégorie qui représente 8% à peu près, qui est définie comme insouciante, donc qui a tendance à faire des actions de consommation responsable, mais qui, en revanche, est très peu ne le fait pas forcément de manière très consciente. Il le fait de manière un peu aléatoire. Et enfin, vous avez ceux qui sont dans le rejet, donc ceux qui ont entendu parler de l'écologie, mais qui l'appliquent pas et qui se sentent très peu concernés par cela. Donc je vois que par exemple, pour cette catégorie de personnes-là, le fait de développer des produits écologiques, ça va pas être important pour eux, d'avoir une prestation de service écologique ou des produits écologiques. Il va falloir jouer plutôt sur la qualité du service ou sur d'autres aspects pour les toucher. Donc il y a une question qui dit que cette typologie de consommateurs date de 2019. Le Covid-19 a-t-il eu un impact sur les consommateurs? En gros, oui. Alors c'est le baromètre qui date un peu. Il n'a pas été remis à jour depuis 2019. Donc forcément, il y a dû y avoir des modifications. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas tenir en compte spécifiquement des chiffres qui sont énumérés là. L'idée, c'est plus de retenir l'outil. Et dans tous les cas, c'est très général et c'est à l'échelle des consommateurs en général. Vous, ce qui va être intéressant, c'est de le faire pour vos clients potentiels. Et après, vous de les replacer dans ce graphique-là. Et après,
il y a des chances que ça évolue, mais a priori, quand on regarde les sondages qui sortent de manière générale, l'environnement reste l'une des thématiques enfin, l'une des inquiétudes principales pour les Français. Donc il y a des chances que ça évolue, mais plutôt dans le bon sens. Hop. Ensuite, pour faire un petit focus sur 3 typologies différentes. Vous allez voir, par exemple, les authentiques qu'on trouvait plutôt en haut à droite du graphique, donc qui étaient à la fois conscients des enjeux et qui mettaient en place des stratégies d'achat. Hem Et donc qui, eux, sont des gens qui ont tendance à consommer de manière très éco-responsable. Hop, désolé, j'essaie de sur le chat en même temps. Qui essaient de consommer très éco-responsable et qui vont enfin pas qui vont, par exemple, privilégier l'impact concret à celui du «marketing» entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous rendez compte que vos, prospects sont plutôt authentiques, que vos clients sont plutôt authentiques, vous allez avoir, enfin, ça sert à rien que le label va pas être forcément «déterminant» entre guillemets. Ce qui va être déterminant, c'est plus le fait que vous puissiez leur justifier que ces circuits courts, ils vont faire confiance, ça va beaucoup fonctionner sur la confiance. Ça va plus être, leur montrer qu'il y a un impact très, réel sur ce que vous faites. Ensuite, va y avoir, l donc ça, il suffit que vous ayez un produit avec un impact positif ou que vous proposiez quelque chose avec un impact positif et que vous leur démontriez en tout cas si eux sont enfin, ils vont savoir que c'est enfin, vous pouvez pas ou en gros, les authentiques, vous pourriez pas leur mentir. Ils vont savoir que c'est vrai ou faux, c'est du greenwashing. Vous avez intérêt à être 100 honnête. La 5G, donc ça, c'est des gens qui vont aimer tout ce qui est un peu branché, une catégorie encore un peu bizarre. C'est pour ça qu'elle représente assez peu et qui pense qu'il va y avoir beaucoup de d'éléments en faveur de la transition écologique qui vont venir de la technologie, donc qui vont être enfin vraiment enfin, on peut dire qu'ils sont assez branchés de manière générale. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de prospects dans ce dans cette catégorie-là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir, pourquoi pas, beaucoup jouer un peu sur les QR codes, sur le numérique, sur, le design de votre boutique. Si vous avez une boutique de votre site internet, il faut que ça ait l'air un peu moderne, un peu branché, un peu élégant. C'est un peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans certains quartiers parisiens, pour caricaturer un peu. Et en revanche, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'on va appeler les insécurisés. Parce qu'en gros, on dit souvent qu'on n'a pas l'argent, enfin que il y a enfin, les insécurisés, c'est 80 d'entre eux pensent que, le frein pour consommer mieux, c'est le portefeuille. Donc ça veut dire que ça, pour vous, c'est un marché qui est très intéressant. Ça représente on a vu tout à l'heure, ça représentait quand même pas mal de personnes. Je crois que c'était 24. C'est des gens qui ont envie de mieux consommer et que vous pouvez aller chercher. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a quelques exemples qui sont donnés. Vous pouvez aller les chercher avec, des produits locaux, donc en circuit court, ce qui fait qu'il y a moins d'intermédiaires, ça coûte moins cher, par du seconde main, par, voilà, enfin, par de la location aussi potentiellement d'outils, ça peut être intéressant. Donc là, ça va être une manière de proposer des produits écologiques à moindre coût pour rendre l'écologie, accessible à tous. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, cette typologie de projet, enfin de clients et sur l'étude de marché? Est-ce que vous avez des questions particulières dessus? Est-ce qu'on est clair aussi? Il ne faut pas hésiter à nous dire si on n'est pas clair ou si vous ne comprenez pas des choses. Ouais, tac, OK. OK, trop bien. Bah, si ça vous va, on va passer à la suite. Sachant que là, en fait, l'idée, c'est le schéma qu'on vous propose, c'est de suivre un peu la trame classique d'une étude de marché. C'est-à-dire qu'au début, vous faites l'étude de marché, vous vous renseignez sur la législation, sur les clients, sur les fournisseurs, tout ça. Ensuite, vous traitez les données que vous avez agglomérées et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie commerciale ou une communication. Tac, tac, tac et donc ça, l'idée derrière ça, une fois que vous avez, fait votre étude de marché, c'est que vous allez pouvoir savoir quelle clientèle vous allez cibler. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire: «Bah, moi, ce que je propose, ça peut, s'adapter à tout le monde». Et ça, en fait, quand vous ciblez tout le monde, en réalité, vous ciblez personne. Je sais pas si vous voyez l'exemple le Segway, l'espèce de truc avec 2 roues, un guidon et où on se baladait dessus. Et bah, ça, c'est l'exemple typique d'un produit qui aurait pu être très, très bien, mais dont l'entreprise a très mal ciblé sa clientèle et donc ce qui fait qu'ils ont pas réussi à se positionner par rapport au marché. Donc ce qui fait que il y a aucune cible qui s'est approprié ce produit-là. Et ça, c'est un peu l'exemple sur lequel vous risquez de tomber si vous ne ciblez pas votre clientèle. Il faut que vous arriviez à définir même, c'est pas parce que vous ciblez une clientèle que vous pouvez pas toucher d'autres clientèles, mais c'est votre cœur de cible que vous devez, définir.
Et en fait et ce cœur de cible-là, une fois que vous l'avez identifié, vous devez savoir, en fonction des réponses qu'ils ont données au questionnaire et des valeurs qu'ils vont rechercher, pour consommer, durablement ou pas, vous devez savoir comment leur parler, comment vous allez présenter votre entreprise, ce que vous allez mettre en avant et ce qui va être un peu plus secondaire. Vous allez devoir enfin voilà et vous pouvez même avoir, en fonction de on va y venir plus tard, mais en fonction de si vous avez plusieurs clientèles identifiées, vous allez peut-être avoir des supports de communication qui seront différents en fonction des clientèles et des argumentaires qui seront différents en fonction de chacun. Il faut quand même que l'ensemble soit cohérent et que ça ne s'oppose pas. Tac, 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 voilà. Donc ça va être important de cibler. Ensuite ah pardon, désolé, j'ai Non, mais ça va. c'est la passion. OK, je vais essayer de parler moins vite. Donc en vrai, l'idée, ça va être en effet de de cibler, enfin donc de bien cibler pour bien savoir à qui vous allez vous adresser, bien savoir comment leur communiquer les informations. Ensuite, ce qui va être important, c'est de de prêter attention à vos premiers clients. C'est-à-dire que les premiers clients, ça va être aussi ceux avec qui vous allez pouvoir créer un lien privilégié. Ça va être aussi vos premiers ambassadeurs. Ça peut être généralement vos proches qui vont être intéressés par vos produits, qui vont être les premiers au courant de ce que vous proposez. Et en fait, si vous enfin, au début, vous allez avoir moins de clientèle, donc vous allez avoir plus le temps de vous occuper d'eux. Ce qui va être intéressant, c'est de nouer des liens forts avec eux, que ce soit vos premiers ambassadeurs, mais en même temps, que ce soit aussi ceux sur qui vous pouvez tester des choses. Tester des supports de communication, tester des offres promotionnelles, par exemple, leur demander des retours aussi sur votre prestation de service ou vos produits, ce qu'ils amélioreraient et ça peut vous permettre d'avoir un vrai support de une vraie communauté sur laquelle vous allez pouvoir qui va vous aider à développer votre activité et parler de vous par la suite. Alors, j'aurais une petite question sur le support. Ouais, vous l'aurez. Bien sûr, vous aurez le support et normalement, je crois que vous aurez même le replay de la communication et donc ce qui est hyper intéressant avec le replay, c'est que le moment où j'ai parlé trop vite, vous allez pouvoir le mettre en ralenti et ça, c'est top et donc voilà, soignez ses premiers clients, c'est là où vous allez avoir le temps de faire plein de choses et surtout après, il y a un élément qui va être intéressant, c'est de mettre en place un plan de communication. C'est-à-dire que comme tout dans votre gestion d'entreprise, ça doit être réfléchi. Vous ne devez pas faire ça à l'instinct, ça peut être intéressant, mais il faut que vous le planifiez dans le temps, que vous mesuriez les impacts et que vous puissiez prioriser ce que vous allez faire. Donc pour ça, on parle de plan de communication. Vous allez répertorier toutes les actions marketing que vous allez, mettre en place. Combien est-ce que vous prévoyez de dépenser comme budget et quels sont les résultats que vous allez attendre. Et ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de, comment dire? Ça va vous permettre j'ai un trou de mémoire, j'ai perdu mes mots. Ça va vous permettre, oui, de savoir quelles actions ont bien marché, lesquelles sont à reproduire et lesquelles sont à mettre de côté potentiellement, parce que ça n'a pas été, ça n'a pas fonctionné comme vous l'attendiez. Tac, 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 voilà. Et après ça, donc il y a aussi ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les canaux de communication. Donc ça, encore une fois, vous ne le tirez pas de votre chapeau, ça vient de votre étude de marché. En fonction des personnes à qui vous allez vous adresser, vous allez pouvoir savoir quel canal va être le plus utilisé. Est-ce que ça va être des canaux physiques? Est-ce que ça va être distribution de flyers? Est-ce que vous allez avoir une boutique physique? Est-ce que vous allez, utiliser les réseaux sociaux? Enfin, comment est-ce que vous allez communiquer? En général, il y a plusieurs canaux qui vont être utilisés. Enfin, il peut y avoir enfin, voilà. En gros, c'est de savoir comment est-ce que vous allez toucher vos clients. Il peut y avoir plein de manières différentes de le faire et voilà. Et ça peut même être intéressant, par exemple, de développer des partenariats avec, des gens qui vont avoir un peu les mêmes clientèles que vous. Par exemple, l'ADI fait beaucoup ça avec enfin, certains partenaires qu'on a. Tac, tac, tac. D'ailleurs, si vous êtes client ADI ou que vous devenez client ADI par la suite, vous avez accès à pas mal de bons plans avec des partenaires ADI qui vous permettent de venir renforcer votre entreprise. Et enfin, il y a une, règle spécifique, c'est qu'on pense souvent que les réseaux sociaux, c'est facile et que dès l'instant où on est présent sur les réseaux sociaux, on est vu et les gens nous suivent. Heu, alors que c'est pas si simple que ça en réalité les réseaux sociaux. Juste je prends quelques temps pour répondre aux questions rapidement. Quel conseil pour préparer son plan de communication quel logiciel vous conseillez pour préparer, son plan au mieux? Moi, ce que je recommande personnellement, c'est Excel. Avant tout, c'est pas besoin d'être un truc très compliqué. Vous rentrez juste les canaux de communication que vous allez utiliser, les mois et ça peut être très facilement. En plus, vous pouvez trouver des templates. Après, personnellement, j'ai pas testé beaucoup d'outils. Moi, j'ai toujours fait ça sur Excel, mais
voilà, en fouillant un peu, en testant, vous pouvez trouver facilement des outils qui peuvent vous renseigner. Pour le Koala ME, donc pour ceux qui ne savent pas, Koala ME, c'était un outil de gestion qui était notre partenaire et qui a fait faillite, qui était assez facile, qui est intéressant pour gérer sa micro-entreprise. Pour l'instant, on n'a pas encore de remplacement, mais on y travaille et il y a quelques pistes qui sont sur le point d'arriver. Donc voilà, vous serez tenus au courant le jour où ça arrivera. Tac, tac, tac. Voilà, donc voilà, il y a quelques propositions d'outils qui sont proposés, c'est très bien. Ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux, c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'être présent sur trop de réseaux sociaux. L'idée, c'est d'en sélectionner 2, voire 3, et de les sélectionner pas forcément en choisissant ceux sur lesquels vous êtes le plus à l'aise ou qui vous plaisent le plus, même si ça peut être intéressant, mais de savoir là où vous allez trouver vos clients. C'est-à-dire que si jamais vous ciblez par exemple des gens d'une quarantaine d'années, ça va être votre cœur de cible, TikTok, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À l'inverse, si vous ciblez plutôt des entreprises, allez sur LinkedIn. Voilà, c'est un peu les bases qui vont être intéressantes à développer. Savoir, encore une fois, et ça, c'est issu de l'étude de marché. C'est pour ça que ce qu'Eliott vous a présenté, c'est très fondamental dans le succès de votre entreprise. Et surtout, chaque réseau social. Donc l'idée, c'est de réussir à publier assez régulièrement. Faut pas que ça vous prenne non plus des heures des jours et des jours, plusieurs jours par semaine, mais publier régulièrement mieux vaut publier régulièrement sur peu de réseaux sociaux que de publier très peu sur beaucoup. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de se renseigner sur le fonctionnement de chacun des réseaux sociaux, qu'ils ont tous un algorithme qui est différent, avec des fonctionnements différents, et connaître les éléments, le fonctionnement du réseau social, ça peut vous permettre de savoir comment s'en servir. Avoir un blog, oui, un blog, c'est intéressant, mais un blog, c'est un peu comme un site internet. En fait, l'idée, c'est que vous visualisez, si vous êtes fait du e-commerce, c'est un peu pareil que les réseaux sociaux, c'est que vous dites que l'objectif, c'est d'amener vos clients à acheter vos produits ou à connaître votre entreprise. Donc, c'est que vous mettiez à la place du client, vous disiez comment est-ce qu'il va entendre parler de votre entreprise. Une fois qu'il entend parler de vous sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il rejoint votre site internet, votre blog ou peu importe, et comment est-ce qu'il passe à l'acte d'achat. L'idée, c'est qu'il y a une espèce d'entonnoir qui l'emmène jusqu'à l'achat et jusqu'à votre site internet et jusqu'à ces éléments-là. Mais une fois qu'on a dit ça, que ce soit des blogs, sites internet, sites vitrines, sites marchands, peu importe, tout peut se faire. En gros, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, ça dépend de votre entreprise et de votre clientèle. Hop. Voilà, donc maintenant on va passer sur une étape qui va être assez fondamentale aussi, même si vous avez un projet de transition écologique, ça va être le calcul de la rentabilité de votre entreprise. Et je vais laisser Elliot vous la présenter. Voilà, alors c'est de l'entreprise ou du projet, si jamais vous avez déjà une entreprise et que vous voulez lancer ou en tout cas étudier un projet à dimension écologique. Donc ici encore, hein, les outils vont être les mêmes que pour un projet classique. Vous allez donc avoir besoin d'un plan de financement initial. Donc ça va vous permettre de déterminer au début quels sont les différents coûts qui vont être liés à votre projet et quelles sont vos différentes ressources. Potentiellement, si les ressources sont inférieurs aux coûts induits par le projet, il va vous falloir réfléchir à emprunter, à contracter un crédit pour pallier à cette différence. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, votre point de départ, ça va être l'étude de marché qui va donc vous permettre d'avoir une idée du nombre de clients que vous pouvez toucher dans un premier temps, puis de la trajectoire de croissance que vous pouvez espérer et donc savoir petit à petit comment est-ce que va évoluer votre chiffre d'affaires. Et tout ça par rapport aux hypothèses que vous aurez définies en fonction de l'étude de marché. Vous avez aussi besoin d'un compte de résultat prévisionnel qui va vous permettre de savoir à quel moment, si vous suivez ce chiffre d'affaires prévisionnel, vous arriverez à un équilibre financier. Et donc à quel moment vous passerez d'une activité à perte à une activité rentable. Donc voilà, tout ça c'est nécessaire pour se lancer dans un projet à caractère environnemental, tout comme c'est nécessaire pour se lancer dans n'importe quel projet entrepreneurial. Sachez que vous n'êtes pas seul pour travailler là-dessus. Encore une fois, sur le site internet de l'ADI, sur l'outil dont je vous ai déjà parlé, il y a
des outils, il y a une plateforme qui vous permet de calculer votre rentabilité, d'estimer votre chiffre d'affaires, de voir à quel moment est-ce que vous allez atteindre l'équilibre et à quel moment vous allez pouvoir commencer à vous rémunérer, à être rentable, et cetera. Il y a aussi des dispositifs d'accompagnement en dehors de l'ADI, par les chambres de commerce, par la BGE, voilà, il y a pas mal de dispositifs qui vous permettent de travailler sur ces questions, avec des personnes compétentes. Et du coup, on va voir maintenant, quels exemples concrets de projets liés à l'environnement doivent être réfléchis d'un point de vue comptable. Donc, je passe. Alors, par exemple, au niveau des stocks et des matières premières de votre entreprise. Donc, typiquement, plus vous allez viser des stocks, des matières premières environnementales à impact environnemental faible, plus ça va être cher. Donc, typiquement, il va falloir que, pour le bio, par exemple, c'est le cas, c'est plus cher que, pour les produits non bio. Donc, lorsque vous décidez de vous approvisionner chez un fournisseur qui fait, des produits, à impact positif, et bah, ça va être plus cher et donc il faut que vous estimiez si vos clients vont être sensibles à cette différenciation, à ces nouveaux produits et si vous allez pouvoir répercuter sur vos prix le fait que vous ayez payé plus cher ce stock, ces matières premières, et cetera. Il faut savoir, par exemple, que le taux de marge, que donc le but, c'est de le préserver, si jamais vous passez par des produits bio, des produits environnementaux. Par exemple, pour les produits bio, le taux de marge est plus important que pour des produits classiques. Ah, je crois qu'on va un peu trop vite. OK, bon, bah, je vais ralentir un peu. Donc, par exemple, il y a certains produits, environnementaux, comme les produits bio, qui ont un taux de marge plus important que les produits, classiques, que les matières premières classiques. Donc ça veut dire que non seulement le prix qui est plus important pour les produits bio a été répercuté, sur les produits bio vendus aux clients, mais comme le taux de marge est plus important, ça veut dire qu'ils ont même été l'augmentation a été encore plus importante que juste, la répercussion de la différence de coût, à l'achat par le vendeur par le gestionnaire du magasin bio. Donc voilà, il faut vous demander à quel point, il est possible d'augmenter vos prix parce que vous fournissez, avec des matières premières, des stocks plus éco-responsables. Pour les produits bio, typiquement, pourquoi est-ce qu'on peut répercuter autant les prix? C'est parce qu'on s'adresse à une clientèle qui a des moyens, bien souvent, et en plus, on vend en plus petite quantité et donc il faut que chaque produit ait une marge plus importante pour avoir un bénéfice suffisant. Parfois, ce qui est écolo est pas forcément plus cher. Donc, typiquement, quand on parle d'occasion, de reconditionner, de circuits courts et cetera, eh bien, vous pouvez trouver des produits, qui vont à la fois être écologiques, parce que typiquement, c'est le cas des invendus, c'est le cas des produits, qui ont une deuxième, une troisième vie et qui vont aussi être moins chers parce que, c'est encore une fois, c'est des produits d'occasion, de reconditionner et donc là, il y a un vrai intérêt parce que vous allez pouvoir toucher une cible, qui a des moyens financiers assez faibles, et qui privilégie l'écologie parce que vous allez leur proposer des produits peu chers, et à caractère écologique. Ça peut aussi vous permettre de vous différencier de vos concurrents si jamais vous-même vous, proposez du reconditionné, des produits d'occasion, et cetera. Au niveau de la mobilité, donc là, j'en parle dans cette partie parce qu'il y a un gros impact sur les finances et sur, la préparation, financière d'un projet environnemental. Donc par exemple, si jamais vous louez, la façon dont vous vous déplacez plutôt que vous possédez un véhicule, ça peut avoir des intérêts très importants parce que quand on a son propre véhicule, en fait, ce qu'on oublie souvent de prendre en compte, c'est qu'il y a des coûts à l'achat, mais il y a aussi des coûts à l'usage, donc des coûts de carburant, des coûts de réparation, des coûts d'assurance, et cetera, qui peuvent être très importants et donc il faut absolument que vous compariez,
Les coûts locatifs, potentiellement d'un véhicule utilitaire, d'un vélo cargo, d'une voiture, par rapport aux coûts que représente un véhicule que vous possédez, les coûts à l'usage, et aussi la dépréciation du véhicule que vous possédez. Étant donné que quand vous l'utilisez, eh ben, sa valeur, elle va baisser, et vous, le jour où vous voudrez le vendre, vous le revendrez probablement moins cher que vous l'avez acheté. Et donc, voilà, c'est des comparaisons qu'il faut avoir dès le début en tête pour étudier le plan de financement de son entreprise, de son projet. Voilà. Il y a aussi le fait, par exemple, que les véhicules électriques, on sait que ça coûte plus cher à l'achat. Bien qu'il y a un véhicule électrique aujourd'hui, c'est la Dacia Spring, qui est le véhicule le moins cher électrique, qui existe, qui est proposé par Dacia, par Renault. Mais on sait que c'est plus cher que la plupart des véhicules thermiques, sauf que les véhicules électriques, ils ont des coûts à l'usage qui sont bien inférieurs. C'est-à-dire qu'en gros, on estime que si vous faites 12 000 kilomètres par an, ce qui est à peu près la moyenne des Français, vous allez avoir des frais de carburant qui vont être de 60 € plus faibles pour un véhicule électrique par mois que pour un véhicule thermique. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, d'autant plus que les véhicules électriques ont des coûts de réparation qui sont plus faibles, aussi à près de 80% plus faibles. Donc il faut vraiment que vous jugiez l'arbitrage entre, différents types de mobilité, selon le coût d'achat, mais aussi selon les coûts à l'usage et que vous compariez, par exemple, sur un délai de plusieurs mois, plusieurs années, voir si tel investissement qui peut être plus important que tel autre, va pas être rentabilisé parce qu'il a des coûts à l'usage, plus faibles. Évidemment, la cyclomobilité, c'est l'aspect le plus économique et le plus écologique que vous puissiez trouver pour la mobilité de votre entreprise, étant donné que ça coûte beaucoup moins cher à l'achat, même si les vélos cargo coûtent assez cher. Mais surtout, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher à l'usage. Parce qu'évidemment, vous avez besoin de moins d'électricité que pour un véhicule électrique et que l'électricité coûte en plus de base beaucoup moins cher que l'essence. Bien qu'en ce moment, il y ait des augmentations des prix de l'électricité, mais ça reste moins cher que l'essence, que le gasoil. Donc la cyclomobilité, si jamais vous avez une zone de chalandise qui n'est pas trop importante, si jamais vous n'avez pas besoin de stocker, de porter de trop gros volumes, de trop grosses matières premières ou stock, c'est vraiment une option à envisager, sachant qu'en plus, c'est très valorisable pour une grande partie de la clientèle, parce qu'on peut dire dans ces cas-là qu'on a une entreprise écologique, qu'on fait attention au réchauffement climatique, à la pollution de l'air, etc. Donc voilà, c'est vraiment une option à envisager quand on veut créer une entreprise ou quand on veut lancer un projet à caractère environnemental. Hop, suivant, attends. Voilà, donc là, je vais vous parler d'une offre que l'ADI propose, qui s'appelle l'offre Club Mobilité. Et donc, en gros, c'est un partenariat que l'ADI a avec Renault, où si vous accédez à cette offre, vous pouvez avoir accès à des véhicules de type Dacia Spring et Dacia Sandero, donc un véhicule électrique et un véhicule à essence, neufs, pour des prix qui vont entre 10 et 20% moins chers que les prix catalogue de ces 2 véhicules. Donc ça a un intérêt très important parce que déjà, c'est moins cher que si vous les achetez vous-même et surtout, c'est proposé en location avec option d'achat. Donc, vous avez un premier paiement, qui vous permet de louer le véhicule entre 3 et 4 ans et à la fin de l'usage, vous avez une option d'achat qui vous permet de devenir propriétaire, si jamais vous le souhaitez, du véhicule. Le gros intérêt, de cette offre, c'est que ces 2 véhicules-là sont neufs, ce qui veut dire qu'en frais d'usage, c'est beaucoup plus faible. Ils ont des frais de réparation beaucoup plus faibles, des frais de carburant beaucoup plus faibles, surtout pour le véhicule électrique et donc, ils vont potentiellement être très intéressant financièrement sur la durée par rapport à l'achat d'un véhicule d'occasion, fortement kilométré. Donc c'est ce que j'ai mis ici. En moyenne, un véhicule neuf coûte 75 € de moins par mois de moins par mois en frais de réparation et d'entretien qu'un véhicule de plus de 150 000 kilomètres. Donc c'est une moyenne, mais c'est quand même considérable et idem pour les véhicules électriques, comme je l'ai dit, ça coûte moins cher en frais de carburant et donc par exemple la Dacia Spring, en gros, elle coûte 150 € de moins par mois
qu'un véhicule thermique de plus de 150 000 km. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler l'ADI si jamais c'est une offre qui vous intéresse. La petite limite, c'est qu'il y a des délais de livraison, parce que c'est des véhicules neufs, donc ça prend du temps. On est sur des délais de 1 à 2 mois pour attendre de recevoir son véhicule. Mais encore une fois, si jamais vous pouvez, ça vous permet d'avoir accès à un véhicule neuf. Et donc aussi pour l'image de l'entreprise, c'est toujours assez positif. Alors, on nous demande dans le chat si l'assurance est comprise dedans. Alors non, l'assurance n'est pas comprise, mais l'ADI par contre propose des assurances avec des prix préférentiels, et notamment une assurance auto et une assurance de responsabilité civile. Il y avait également une question sur est-ce que c'est un partenariat qui n'est qu'avec Renault? Alors oui, pour le moment, on ne propose que ces 2 voitures-là avec Renault. Par contre, on étudie d'autres pistes pour potentiellement proposer d'autres types de modèles. Mais l'intérêt de ces 2 voitures, c'est que c'est les moins chères neuves, et que les autres véhicules, ils seraient beaucoup plus chers pour les avoir neufs. Donc là, le fait que ce soit les moins chers et qu'en plus ce soit de la location avec option d'achat, ça permet vraiment de les rendre accessibles à des gens qui ont très peu de moyens et des gens qui potentiellement n'ont jamais eu de véhicule neuf. Ah, on a une réaction qui nous dit Dacia neuve en 2 mois, impossible aujourd'hui. Et l'ADI l'a fait. C'est ça. En fait, effectivement, on a des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts que si jamais vous achetez une Dacia en passant par le site de Dacia ou en passant par un concessionnaire, étant donné que pour cette offre-là, on a fait ce qu'on appelle un stock tampon, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 Dacia au port du Havre qui sont en stock, et dès que vous les commandez, elles sont commandées et donc elles arrivent, elles sont tirées de ce stock, donc elles arrivent chez vous en peu de temps. Et ce stock tampon-là fait qu'on a réduit les délais de livraison considérablement par rapport à si vous l'achetez par vous-même. Donc effectivement, c'est un autre intérêt. Et on nous dit aussi, on nous demande s'il y aura aussi la même chose pour les utilitaires. Alors non, pour le moment, on n'a pas encore d'utilitaires. On y réfléchit notamment avec des utilitaires d'occasion, parce que pour le moment, c'est très compliqué d'avoir des utilitaires neufs, c'est très cher. Donc voilà, on développe une offre de véhicules d'occasion accessible à des tarifs compétitifs, mais pour le moment, il n'y a pas encore de véhicule utilitaire. Donc ça, passera plus par un microcrédit auprès de l'ADI qui vous permettra d'acheter un véhicule utilitaire sur Le Bon Coin, par exemple, ou sur La Centrale, enfin voilà, sur des plateformes de véhicules d'occasion. C'est good? C'est bon, je pense. Ok. Vas-y. Tac, tac. Donc ici, on voulait aussi vous parler d'une autre offre que l'ADI porte, qui concerne cette fois-ci les vélos cargo. Donc comme je vous l'ai dit, les vélos cargo, c'est l'option la plus économique et la plus éco-friendly que vous puissiez trouver par rapport à la mobilité si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin de déplacer des charges assez lourdes. Donc là, le programme Ma Cycle Entreprise, ça vous permet d'accéder à une formation gratuite pour voir comment ça se pilote, savoir quel est le code lié à la pratique du vélo cargo. Ça vous permet aussi de choisir avec des professionnels le vélo cargo qui correspond le plus à votre activité, le mieux à votre activité. Et aussi, il y a une prime donc, qui n'a pas à être remboursée, qui va avec l'acquisition d'un vélo cargo à travers ce programme. Et donc qui fait que le vélo cargo coûte moins cher que si jamais vous l'achetez par vous-même. Donc c'est dans plus d'une vingtaine de villes aujourd'hui proposées par l'ADI. Et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant si jamais vous n'avez pas une zone de chalandise trop grande ou si vous n'avez pas des chargements trop lourds ou trop volumineux, parce qu'évidemment le vélo cargo a aussi certaines limites. On nous demande le prix d'un vélo cargo. Alors, ça va dépendre des modèles. Là, honnêtement, j'en ai pas. J'ai pas le catalogue en tête. Le mieux à ce moment-là, c'est d'appeler l'ADI, le numéro cristal, et donc là, ils vous donneront plus précisément les prix des différents vélos cargo avec la prime. Voilà, donc dans tous les cas, vous aurez les informations pour contacter l'ADI à la fin du PowerPoint et dans tous ces éléments-là. Yes. Hop. Je passe. Donc voilà, ici, on a l'exemple d'un entrepreneur qui a accédé à un vélo cargo pour son activité de paysagiste à Rennes et qui donc peut à la fois bénéficier donc de coûts de carburant beaucoup plus faibles, d'une image de marque améliorée et écologique parce que
se déplacer en vélo cargo, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour faire du sport, et cetera. Hop. Ouais. Ensuite, on a l'exemple d'Alexandra qui a ouvert sa boutique ambulante de vrac biologique dans le Grand Est. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a repris pas mal de conseils qu'on a pu voir, enfin, elle a su tenir compte des contraintes et des avantages de son territoire. C'est-à-dire que le Grand Est, dans certaines, là où elle s'est implantée, c'est quand même des zones dans lesquelles les habitats sont très diffus, il y a peu de concentration. Donc le fait d'être mobile, ça lui permet d'aller chercher la clientèle. En plus, elle souffrait d'une concurrence enfin, il y avait une forte concurrence des grandes surfaces. Donc le fait d'être mobile, ça lui permet de contrer cette concurrence-là. C'est-à-dire que forcément, dans une grande surface, on trouve beaucoup plus enfin, de produits que dans une épicerie. En général, même avec des coûts plus bas, parce que forcément, il y a des économies d'échelle qui sont faites. Mais là, en se déplaçant elle-même, elle permet de contrer ces éléments-là, puisque vous n'avez plus à faire les 5 kilomètres qui vous séparent, 5 ou 10 kilomètres qui vous séparent de la grande surface, mais c'est l'épicerie qui vient à vous et du coup, vous économisez de l'essence, vous économisez du temps et c'est beaucoup plus simple qu'une fois que vous avez planifié vos courses. Et en plus, elle propose, des produits qui peuvent toucher plusieurs types de clientèle parce que c'est des produits qui sont labellisés, mais qui sont surtout, avant tout, bio, enfin qui sont, issus d'agriculteurs locaux. Donc c'est fait qu'elle coche un peu toutes les cases qu'on a pu voir dans la catégorie précédente. Voilà dans l'ensemble. Hop, tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions, avant qu'on présente plus en détail l'ADI, ce qu'on fait et comment ça fonctionne? Sur les profils, sur, la rentabilité comme Elliot l'a dit. Après l'idée aussi de vous dire là-dessus, c'est que dans tous les cas, en tant que porteur de projet, vous n'êtes pas forcément, juriste ni comptable et c'est normal que vous ayez parfois des difficultés pour mesurer la rentabilité de votre entreprise ou pour d'autres éléments et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit par, l'ADI si vous souhaitez solliciter un microcrédit, mais aussi par d'autres organismes qui peuvent vous accompagner, vous aider à construire votre business plan, vous aider à calculer votre seuil de rentabilité et voilà et même si vous avez toutes les compétences sur les en comptabilité, en gestion, l'accompagnement, ça reste toujours très intéressant parce que c'est aussi une possibilité de vous faire, heu, de confronter vos idées à une autre vision un peu extérieure de ce qu'on peut vous proposer. J'ai pas trop compris cette question. Hop, alors oui, donc maintenant on va vous présenter rapidement l'ADI et ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner et voilà, ce qui peut être fait. Yes. Alors l'ADI, donc c'est une association, reconnue d'utilité, publique depuis plus de 30 ans. Donc initialement, elle s'est, construite dans la volonté, la mission sociale de permettre à tout le monde de devenir entrepreneur et donc elle a identifié que le 1er frein à l'accès, pour devenir entrepreneur, c'était l'accès au capital. Donc depuis un peu plus de 30 ans, l'ADI propose un microcrédit pour permettre aux personnes de, lancer leur entreprise, si jamais ils ne trouvent pas de crédit dans les banques, classiques. Donc ce microcrédit-là, il va jusqu'à 12 000 €, et il est cautionné à l'accès à un garant, qui doit se porter sur, 50 de la somme, prêtée. L'ADI, c'est aussi un réseau de bénévoles qui accompagnent nos clients dans leur activité d'entrepreneur. Donc ça va être sur tous les sujets possibles, liés à l'entrepreneuriat, trouver des clients, typiquement, réfléchir à des projets à caractère environnemental, faire des démarches administratives, et cetera. Et enfin, l'ADI aussi, défend, ses clients et plus généralement les entrepreneurs à, faible revenu auprès des pouvoirs publics pour voilà, s'assurer qu'ils ont droit à des cotisations, comme les autres, à des services, minimaux et cetera et que, ils peuvent être des citoyens de plein exercice, comme les autres. Voilà, hop, donc On nous demande si ouais. l'ADI accompagne s'il n'y a pas besoin de microcrédit. Alors normalement, c'est plutôt nos clients, donc les personnes qui ont contracté un microcrédit à l'ADI qui sont accompagnés par nos bénévoles.
étant donné qu'il y en a pas suffisamment pour accompagner, tous les autres. Par contre, vous avez sur le site internet de l'ADI, la plateforme «Je construis mon projet en ligne» qui, elle, est accessible à tous, qui est gratuite et encore une fois, qui peut vous permettre de répondre à pas mal de questions, liées au projet, que vous souhaitez lancer. Sinon l'ADI, donc c'est un réseau d'agences qui sont sur tout le territoire et à la fois en métropole et en outre-mer. Hem, voilà, donc 1 300, bénévoles spécialistes de la création d'entreprise et à peu près, 800 salariés, qui peuvent vous accompagner dans la création de votre entreprise ou son développement à travers des projets, environnementaux notamment. Voilà, enfin, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat à ce sujet-là, sur des sites qu'on pouvait vous recommander de manière générale. Donc ça, si jamais vous voulez approfondir ces sujets-là, parce qu'évidemment, en 1 heure, on peut pas aller dans le fond des choses, ça reste très général et voilà. Juste une petite parenthèse, oui, alors on a des primes, enfin, c'est plus des primes maintenant, on en a une espèce de des primes d'apport en capital, dédiées à la transition écologique de 3 000 € mais qui est adossé à un microcrédit. C'est-à-dire quand vous faites un microcrédit, il y a une partie qui passe sous forme de prime et l'autre qui passe sous forme de microcrédit. C'est des prêts Des prêts, d'apport ouais. en capital parce qu'il Après, faut les ouais, rembourser quand même. ouais, mais c'est à taux zéro. Voilà, c'est à taux zéro. Voilà, donc en fait, dans les sources qu'on peut vous proposer, après on va revenir sur les questions-réponses si on a un tout petit peu de temps. Donc il y a l'ADEME qui peut être hyper intéressante, pour toutes les sources liées à l'écologie et à la transition écologique d'une entreprise. Il peut même vous accompagner, il peut même y avoir des appels à projets dessus. La loi de transition écologique et de croissance verte, qui est notamment hyper intéressante sur tout ce qui est pollution de l'air. Le baromètre Greenflex dont vous a cité, enfin qu'on a cité plusieurs fois tout au long du PowerPoint, enfin en tout cas qui nous a servi à faire le PowerPoint. Donc il y a la partie 2019, mais il y a aussi sur certains aspects il y a un baromètre qui sort tous les ans sur la consommation durable, combien de Français sont prêts à consommer, écologiquement et tout ça, voilà. Donc ça vous permet de suivre un peu les évolutions. Enfin, des informations sur la rénovation écologique. Comment est-ce que vous pouvez, rénover vos locaux, vos bâtiments, tout ça, autre. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi des acteurs institutionnels comme, la mairie de votre ville, votre communauté de communes, vos métropoles, voilà, tous les acteurs locaux. La France, c'est un millefeuille administratif, donc il y a plein d'informations à aller chercher à toutes les strates. Ça peut être même parfois, il y a même des primes qui peuvent être, pour les créations d'entreprises qui peuvent être proposées. Enfin, surtout, si vous êtes intéressé par, l'écologie et la transition écologique des entreprises, vous pouvez vous intéresser au pôle d'économie sociale et solidaire, qu'on vous a mis en lien. L'économie sociale et solidaire, c'était l'un des premiers secteurs d'activité dans lequel on trouvait, les premières initiatives d'entreprises éco-responsables et tout ça, donc c'est toujours un peu il y a toujours de très bonnes ressources à aller chercher. Donc je vois dans le chat, les mairies peuvent nous aider financièrement. Ça dépend des mairies. C'est du cas par cas, je peux pas vous garantir que la mairie près de chez vous peut vous accompagner. Je sais que ça peut se faire parfois, mais ça dépend des cas de figure, ça dépend des budgets, ça dépend des priorités des mairies et tout ça. Voilà, après vous avez aussi les repair cafés qui peuvent être hyper intéressants. Ça peut vous permettre de faire réparer votre téléphone, votre ordinateur, enfin tout et n'importe quoi qui est cassé, donc d'éviter d'avoir à racheter du neuf. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur l'ADI et sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer, il y a le site internet www.adi.org et sur lequel vous pouvez chercher les webconférences qu'on propose tous les mardis, je crois, mercredis, des webconférences sur les sujets liés à l'entrepreneuriat. Voilà, donc que ce soit sur la communication, sur, enfin, il peut y avoir de divers et variés, il y a tous les mardis, merci. Plein d'informations. Donc voilà, donc là, il nous reste, 1 minute, théoriquement, donc si on peut prendre rapidement quelques questions, on va pas pouvoir s'éterniser trop longtemps. Dans tous les cas, enfin, n'hésitez pas à creuser et on se revoit bientôt sur les webconférences ADI. Mmh. Oui, oui, comme je vous l'ai dit, le PowerPoint et le replay vous seront envoyés par mail à la fin de la webconférence. Merci. Bon, bah, on Bonne dirait journée. que vous Ouais, avez pas de pas de questions. questions. Donc on vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tac, tac.